Bonjour et bienvenue dans Terre d'asphalte. Au sommaire de ce 28e numéro, nous partirons dans la région du Touquet, vers le nord, pour prendre le volant du nouveau break Peugeot 308 SW, avant de nous rendre en Espagne, dans les montagnes non loin d'Alicante, pour découvrir deux nouvelles motos, signées Honda, la CB650F qui fait son entrée dans la gamme, et la VFR 800 qui se renouvelle totalement en ce début de saison 2014. Allez en route! Quelques mois à peine après l'arrivée de la nouvelle 308, Peugeot lance sa déclinaison break avec la nouvelle 308 SW. La nouvelle 308 avait créé une vraie rupture dans la tradition de la firme au Lyon par le design de son intérieur qui a depuis été primé, le fait de ne pas changer de numéro puisqu'elle garde le 308 et dans une moindre mesure ses lignes puisqu'elles reprennent un peu ce qu'on avait déjà découvert avec les nouvelles 208 et 2008. Cet intérieur qui fleure bon le premium, les lignes racées et l'équipement très riche se retrouve donc maintenant à bord de ce break. Le style de la nouvelle Peugeot 308 SW change radicalement. Ses traits lui apportent une certaine élégance voire une sportivité si on fait abstraction de l'arrière. À l'avant, les optiques full LED qui équipent notre finition optent pour des feux diurnes en guise de paupières de phare qui assurent une signature lumineuse très facilement reconnaissable à cette 308. À la base du bouclier, le chrome est présent aux abords des clignotants à LED et des anti-brouillards. La calandre, entourée de chrome, et le capot nervuré avec ses arêtes marquent nettement la rupture avec la précédente génération de 308. De profil, la silhouette semble un peu plus élancée, surtout avec l'allongement de l'arrière. La surface de vitrage reste importante et est entièrement entourée de chrome, comme on s'y attend sur une auto premium. L'arrière est bien sûr spécifique à ce break, même si on retrouve l'idée des feux en forme de crosse, comme sur la 208, mais ici sans les fameuses trois griffes du lion. Ces feux à LED sont de série sur toutes les finitions. Les voies élargies assoient nettement ce break, et la lunette arrière fumée, bien inclinée et surmontée d'un petit béquet, ajoute une touche de sportivité. Enfin, on relève tout le soin apporté aux barres de toit, parfaitement intégrées et joliment réalisées. Elles sont montées sur la caisse et non pas sur le toit, ce qui permet aussi de profiter d'un toit vitré pour une excellente luminosité à bord. Notre 308 SW est animé par le tout nouveau moteur 3 cylindres de Peugeot. Ce bloc 1,2 litre est le même qui anime la 208, mais avec l'ajout d'un turbo pour gagner presque 50 chevaux et atteindre 130 chevaux. Avec son couple de 230 Nm disponible dès 1750 tours par minute, ses performances sont très proches de ce qu'on peut trouver avec un moteur diesel, le bruit de camionnette en moins. Très souple à bas régime, il permet une conduite très souple sans devoir trop le solliciter. La conduite est assez proche de ce qu'on connaît avec un moteur diesel. Le dynamisme est moins important qu'avec le THP 155 bien entendu, mais ce ITHP de 130 chevaux s'en tire très bien, même si, sur ce break, le surplus de poids représente environ 40 kg de plus à emmener par rapport à la berline. Pour se faire plaisir, le mode sport permet de gagner un peu plus de réactivité comme suggéré par l'indicateur de passage de rapport. Le tableau de bord s'illumine alors de rouge et au centre apparaissent quelques informations dont la suralimentation. De plus, la sonorité est augmentée à l'intérieur par les haut-parleurs. Avec une poupe plus lourde, la conduite de la SW est un peu moins incisive que sur la berline, c'est sûr, mais ce n'est pas la même vocation à la base. Quoi qu'il en soit, on retrouve l'agréable guidage et la précision du train avant qu'on avait tant apprécié sur la 308 lancée l'année dernière. L'intérieur est particulièrement impressionnant, non pas par la place disponible à l'arrière et à l'avant pour les passagers, mais par le poste de conduite et la console centrale. On trouve, comme sur la 208, le petit volant et le tableau de bord en position tête haute. Selon votre morphologie, la lecture des informations sur l'écran au centre du tableau de bord ne sera pas forcément évidente. Il faut placer le volant tout en bas. Pour l'originalité, on remarque l'aiguille du compte-tours qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le plus beau est la console centrale très épurée. Un grand écran tactile de 9,7 pouces donne accès à toutes les fonctions. La cartographie pour la navigation,
le réglage de la climatisation, les réglages des aides à la conduite et les applications connectées. L'utilisation est simple et rapide, on regrette seulement le temps d'accès aux applications, dont celle du célèbre Coyote intégré dans notre 308. Aucun bouton ne vient parasiter cet espace, tout est accessible avec ce bel écran. En dessous, le lecteur CD est accompagné d'un unique bouton pour le son, qui rappelle ceux vus en hi-fi. Quelques fonctions indispensables et connectiques se placent devant le joli levier de vitesse. Pour le confort, notre 308 était équipé d'un toit panoramique. Sur ce break, l'espace disponible dans le coffre est particulièrement fonctionnel. Tout d'abord, les dossiers des sièges arrière se rabattent avec une simple tirette depuis le coffre, ce qui réduit les actions à faire pour profiter d'un très grand plancher tout plat. Autre astuce bien pensée, on peut profiter de l'espace sous le plancher et pour ne pas être gêné lorsqu'on y accède, un simple crochet permet de le maintenir en position haute. Tout ceci est très simple et fonctionnel. Peugeot avait amorcé sa montée en qualité avec la nouvelle 208 qui remplaçait avec style la vieillissante 207. Sont venues dans la foulée la nouvelle 2008 et la 308 de seconde génération qui n'avaient plus rien à voir avec l'ancienne. C'est bien entendu aussi le cas de la SW qui marque une vraie rupture. Avec un dessin plus dynamique, un intérieur aussi sobre qu'élégant et une conduite agréable avec cette motorisation, ce break s'est nettement bonifié. On apprécie tout le soin apporté à la poupe et aux barres de toit qui ne gâchent pas le style de l'auto et bien sûr la modularité du très grand coffre de 660 à 1775 litres avec son plancher plat disponible très simplement d'une seule main avec les deux tirettes. Certes, le 3 cylindres peut se montrer gourmand lorsqu'on le sollicite de trop, mais il apporte aussi un certain plaisir de conduite. De quoi allier avec réussite les aspects esthétiques et fonctionnels pour le quotidien de la famille. On peut hésiter avec la Volkswagen Golf SW 1,2 litre TSI 105 chevaux à partir de 23 970 € ou pour la même puissance la Renault Mégane Estate TCE 130 à partir de 26 000 €. De notre côté, on aime bien le style intérieur épuré, les bonnes qualités dynamiques de cette 308 SW et la montée en qualité qui est très réussie. On aime un petit peu moins l'accès lent aux apps connectées, le style très voire trop sobre de la partie arrière et la sonorité du rappel des clignotants. On termine par la fiche technique de la Peugeot 308 SW équipée du nouveau moteur 3 cylindres turbo 1,2 litre ITHP de 130 chevaux. Elle est disponible à partir de 25 950 €. On relève deux points importants sur cette fiche technique. Tout d'abord, son couple de 230 Nm disponible très bas. À partir de 1750 tours par minute, on est sur des valeurs assez proches d'un petit moteur diesel. Et bien sûr, le volume du coffre qui a nettement gagné sur ce SW pour atteindre des valeurs allant de 660 à 1775 litres. En 2014, la Hornet quitte le catalogue Honda, mais la CB650F y entre. L'une ne remplace pas l'autre et elles sont d'ailleurs très différentes. L'inspiration de certains éléments de la Honda CB650F vient des années 70 avec la CB400F, autant dire qu'elle est lointaine. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne reprend pas les codes de la Hornet, nous sommes dans la pure lignée des CB. L'optique et les caches du radiateur reprennent le coup de crayon des nouvelles CB500. Le petit déflecteur noir au-dessus du phare et les éléments d'habillage noirs qui font la jointure avec le réservoir montrent que les détails sont soignés sur cette nouvelle moto. Le réservoir est court pour accentuer l'aspect compact de cette Honda. Dans son prolongement, la selle est assez haute perchée à 810 mm mais relativement étroite sur l'avant. La selle saute à l'aide de la clé et d'une petite lanière pas forcément pratique à attraper si elle est coincée. À l'extrémité de la selle du passager, qui est assez large, se nichent de discrètes poignées pour se tenir, à la préemption pas forcément convaincante selon la taille de ses mains. L'arrière se termine par un feu à LED.
La CB650 arrive avec un nouveau moteur 4 cylindres, nettement apparent sur ce roster. On remarque forcément le soin apporté au collecteur avec un style particulièrement réussi et un coloris doré qui tranche nettement avec le reste. Il est accompagné d'un petit silencieux dans son prolongement. La chambre de tranquillisation est de l'autre côté, sous l'ancrage du bras oscillant, et fort heureusement ne reprend pas le long tube qui était sur la Hornet. Parmi les autres jolies pièces présentes sur cette CB650F, on remarque forcément le bras oscillant en aluminium. Enfin, on relève l'amortisseur réglable en précharge sur 7 niveaux qui est ici nettement apparent avec la découpe dans l'habillage. Le guidon est un peu relevé et rapproché du pilote pour une position confortable et très légèrement en appui sur les poignets. À gauche, le Komodo a les commandes de klaxon et de clignotant inversées comme sur quelques autres Honda. C'est un coup à prendre. Sous nos yeux, le tableau de bord est entièrement numérique et asymétrique. À gauche, le compte-tours avec le tachymètre au centre. La partie droite fait plus classique et affiche de nombreuses informations, dont l'heure, la jauge de carburant, la consommation moyenne, etc. Il manque malheureusement le rapport engagé et pourquoi pas pour le confort, la température ambiante. À la conduite, même si tout est nouveau depuis le moteur jusqu'au cadre à section ovale, on retrouve instantanément ces marques comme sur la très grande majorité des Honda et la famille des CB en particulier. La selle assez haute nous bascule un peu sur l'avant, mais il n'y a malgré tout pas trop d'appui sur le guidon lorsqu'on est assis contre le réservoir. Il y a peu de poids sur l'avant pour une conduite un peu engagée. C'est à faible allure que la CB650F est la plus agréable. Elle se laisse mener très facilement, juste avec des appuis sur le guidon, sans effort particulier. Le 4 cylindres est très souple, sur une large plage d'utilisation comme on s'y attend. Honda indique d'ailleurs qu'ils ont davantage favorisé les bas régimes par rapport à l'ancien bloc. On relève quelques à-coups à la rotation de la poignée sous les 3500 tours par minute, à l'ouverture comme à la fermeture. C'est dommage car le moteur permet de reprendre bas et donc de facilement rouler un ou deux rapports au-dessus pour consommer moins par exemple. Pour tenir un bon rythme, il faut impérativement rester au-delà des 7000 tours par minute et surtout donner du poids sur l'avant pour conserver un cap imperturbable. L'amortissement est efficace pour assurer à la fois de bonnes réactions et un bon confort. Le freinage est de la même veine, efficace et très facile à doser sur toute la course du levier. A noter que cette moto peut recevoir l'ABS, mais c'est une option à 300 €. Quoi qu'il en soit, cette CB650F se révèle très facile à prendre en main et n'est jamais surprenante. Cette nouvelle CB650F ne remplace pas la Hornet 600 dans la gamme Honda, ni par son style, ni par ses performances. Ce n'est pas la volonté de Honda et ce n'est pas le cas à la conduite non plus. Très facile à prendre en main et surtout toujours très maniable, cette CB reste dans la lignée des autres CB, peut-être avec un peu plus de pêche en bas, en tout cas avec un style plus affirmé, ce qui ne gâche rien. Dommage que le tableau de bord entièrement digital ne comprenne pas un affichage du rapport engagé, comme on en trouve généralement chez la concurrence, alors qu'Honda a pourtant doté sa 650 de jolies pièces à l'image du bras oscillant. Quoi qu'il en soit, la marque japonaise se trouve face à une concurrence 4 cylindres, à la cylindrée souvent plus élevée, mais peut se targuer d'une belle homogénéité et d'une certaine légèreté à la conduite que les autres n'ont pas forcément. On peut hésiter avec deux machines qui sont toujours au catalogue mais de conception bien plus ancienne, la Yamaha XJ6 ABS à partir de 6 799 € ou pourquoi pas la Suzuki Bandy 650 à partir de 6 249 €. De notre côté, on aime bien le style plus affirmé et soigné de cette CB650F, la facilité de prise en main et la souplesse du 4 cylindres. Et on aime un petit peu moins l'absence d'indicateur de rapport engagé qu'on trouve généralement chez la concurrence, les quelques à-coups rencontrés à bas régime sous les 3500 tours par minute et l'ABS qui est en option à 300 €. On termine par la fiche technique de la Honda CB650F.
Elle est disponible à partir de 6 599 €, ajoutez 300 € donc pour profiter de l'ABS. 3 points remarquables sur cette fiche technique, d'abord la puissance raisonnable qui la rend accessible à tous quelle que soit son expérience, mais une puissance qui est tout de même assez haut perché. A noter qu'une version 35 kW est disponible pour les jeunes permis. Deuxième point, c'est la hauteur de selle qui est assez élevée à 810 mm. Et le troisième point, c'est le poids de seulement 206 kg tout plein fait, ce qui est particulièrement appréciable. L'arrivée de la VFR 1200 n'avait pas poussé vers la sortie la 800. Pour preuve, en 2014, Honda lance la nouvelle VFR 800. C'est en 1982 qu'était lancée la VF 750, animée par un moteur V4 4 temps. 4 ans plus tard, la première VFR faisait son apparition, une périodicité que gardera Honda pour lancer cette année la nouvelle déclinaison de sa VFR 800, mettant un terme aux rumeurs d'arrêt de cette cylindrée dans une catégorie qui n'a plus vraiment le vent en poupe. Qu'importe, Honda, qui fait feu de tout bois cette année, relance la VFR 800. Même si on garde les grandes lignes, les changements sont tout de même très nombreux sur cette machine, à commencer par l'esthétisme. Le carénage est nouveau et reste très sobre avec très peu de traits pour casser les surfaces. À sa décharge, le radiateur retrouve une place devant le moteur et non plus sur les côtés, ce qui n'impose pas à Honda de faire des ouvertures sur les flancs. La plus grande originalité sur l'avant se trouve dans l'optique, dont la signature lumineuse dessine un grand X si on la regarde de face. Le saut de vent est petit pour ne pas casser la ligne générale, assez dynamique, mais du coup ne protège pas très bien le buste ni la tête des pilotes les plus grands. La selle est un peu plus étroite sur l'avant et se règle en 2 hauteurs, mais attention car il faut des outils pour le faire, donc si vous partagez votre machine avec votre conjoint par exemple, cela sera très fastidieux. Sur l'arrière, la selle s'accompagne de série d'un joli capot de selle qui se met à la place de la selle du passager. La poupe est assez élancée avec un imposant feu à LED et 2 larges clignotants intégrés au dessin particulièrement aérodynamique. Le double échappement sous la selle est maintenant abandonné pour un unique élément, un gain de 5 kg, placé en bas à droite de la machine, ce qui a pour avantage d'abaisser le centre de gravité et d'alléger le design, mais l'inconvénient de masquer la jolie jante qui est totalement nouvelle. Heureusement, Honda n'a pas renoncé au monobras qui fait partie intégrante de la carte d'identité de la VFR, et même mieux, il est nouveau et particulièrement réussi. Dernier détail sur la partie cycle, les étriers de frein sont classiques. En effet, la nouvelle VFR est équipée de l'ABS, mais plus d'un freinage combiné avant-arrière. Pour le confort de l'assise, le guidon est rehaussé de 13 mm et plus proche du pilote qui aura du coup le buste un peu plus droit et un peu moins protégé par le saut de vent. Les poignées chauffantes sont de série, tout comme le contrôle de traction qui est déconnectable. 2 boutons rapportés sont placés sur le commode gauche pour utiliser ces fonctionnalités. Dommage que ce ne soit pas mieux intégré. Sous nos yeux, le tableau de bord est un mixte entre le sport et le tourisme, comme la VFR dans son ensemble. Au centre, le grand contour nous rappelle le comportement sportif de la machine. De part et d'autre, les écrans digitaux sur fond noir donnent toutes les informations nécessaires sur ce segment, dont une indispensable jauge, l'heure, la température ambiante, la consommation moyenne, etc. La lisibilité est correcte au soleil, sans plus. La manipulation de tout ceci nécessite par contre de lâcher le guidon. A noter, au rayon des nouveautés, l'arrivée d'un indicateur de rapport engagé, du rappel automatique de clignotant et en option d'un shifter. Le cœur de notre VFR 800 bat au rythme du V4 de 782 cm3 qui ne fait plus que 106 chevaux à 10 250 tours par minute, soit environ 1000 tours en deçà de la zone rouge. Il n'est donc pas bridé en France. Honda a profité de retravailler son 4 cylindres en V pour soigner son VTEC. Son déclenchement à la montée à 6500 tours est annoncé comme plus discret et il faut reconnaître que c'est vrai, on n'a plus de réaction parasite lorsqu'on oscille autour de ce régime. On y gagne très nettement en confort de conduite tout en profitant de hauts régimes particulièrement vaillants. Les bas régimes sont parfaitement exploitables, comme c'est souvent le cas sur les moteurs Honda.
Le V4 accompagné d'une sélection agréable s'est toujours montré onctueux et la sonorité si caractéristique du V4 est fort heureusement toujours présente. Si le moteur sait se montrer rageur, la partie cycle fait la part belle au tourisme. Sa stabilité magistrale dans les grandes courbes très rapides et à haute vitesse en ligne droite contraste assez nettement avec son comportement dans les virages serrés. Lorsque les courbes s'enchaînent, il faut par contre vraiment faire un effort pour la passer d'un angle à l'autre. Cet effort est d'autant plus important que le virage est lent et serré. En dehors de ces situations qu'on ne rencontre finalement qu'en montagne, la VFR reste de toutes les façons un modèle de rigueur et sait mettre en confiance l'équipage. Le dernier point important concerne la disparition du freinage couplé qui fait perdre à la VFR un certain confort en duo lors des freinages, mais en contrepartie, il ajoute à la conduite un peu plus de sportivité en entrée de courbe notamment. Au final, cette VFR 800, que tout le monde voyait quitter le catalogue à l'arrivée de la VFR 1200F, est toujours là et se renouvelle même de belle manière. La dernière des sports tourisme, ou presque, en tout cas la plus emblématique, va devoir relancer un segment moribond. En étant un peu moins tourisme dans son comportement et un peu plus sportive, elle se distingue de ce que peuvent proposer tous les grands trails récemment arrivés sur le marché et destinés eux aussi au voyage. Le VTEC amélioré facilite grandement sa prise en main et l'équipement enrichi de série est un vrai plus. On regrette par contre que l'intégration des boutons guidon ne soit pas d'une grande réussite esthétique et que le freinage couplé soit passé à la trappe pour le confort, surtout lorsqu'on voyage en duo. La VFR devrait savoir convaincre sans trop de mal ceux qui cherchent une machine particulièrement polyvalente. On peut hésiter avec la BMW F800 GT à partir de 10 700 € ou pourquoi pas dans une plus forte cylindrée, la Triumph Sprint GT 1050 à partir de 13 535 €. De notre côté, on aime bien la transition discrète du VTEC, l'équipement de série qui est bien enrichi et l'esthétique plus allégée. On aime un petit peu moins la puissance en baisse du V4, les boutons rajoutés au Komodo et la disparition du freinage combiné. On termine par la fiche technique de la Honda VFR 800, elle est disponible à partir de 12 599 €. On relève 3 points importants sur cette fiche technique, tout d'abord la puissance de 106 chevaux à 10 250 tours par minute. C'est la puissance pour le monde entier, c'est-à-dire que pour la France elle n'est pas bridée. Ensuite la hauteur de selle, réglable sur 2 niveaux, mais attention il faut un outil pour faire ce réglage. Et enfin le poids de 239 kg tout plein fait, qui est tout à fait raisonnable dans la catégorie compte tenu de la capacité du réservoir. Et voilà, c'est terminé pour ce 28e numéro de Terre d'Asphalte. On se retrouve sur la même chaîne à la même heure le 16 mai avec les essais de la nouvelle et sportive Audi S1 dans les paysages de la Corse du Sud, de la Volkswagen Polo en Autriche, pour finir sur 2 roues avec la nouvelle Vespa GTS 300 en Toscane. D'ici là, bonne route à tous et à bientôt!